Bonsoir. Nous poursuivons notre tour du bassin méditerranéen pour vous parler aujourd'hui du Maroc. Je voudrais vous aider à préparer la visite que le souverain chérifien de la dynastie alaouite, descendant de la famille du prophète, je veux parler du roi Hassan II, effectue à Paris le 6 mai 1996. Plus sérieusement, essayons de comprendre ce pays qui aujourd'hui appartient à plusieurs mondes, l'arabe, l'africain et l'européen. Alors dans un tel cas de figure, les cartes peuvent peut-être aider à voir clair. Voici donc le territoire marocain, 450 000 km², dans les frontières qui lui sont officiellement reconnues par les Nations Unies, donc sans le Sahara occidental, dont il s'attribue habituellement le territoire, je vais vous en parler tout à l'heure. Le Maroc a 26 millions d'habitants, dont 60% d'Arabes et 40% de Berbères. Les Berbères ne sont pas des Arabes. Ils étaient présents sur ce sol dès l'âge du bronze, bien avant les invasions des tribus venues d'Arabie. Ils ont leur propre langue, et c'est d'ailleurs pour cela que les Grecs les avaient appelés barbaroi, c'est-à-dire celui dont on ne comprend pas le langage. La carte permet de constater que le Maroc dispose de deux façades maritimes, l'une sur la Méditerranée, l'autre sur l'Atlantique, et qu'il est au carrefour de trois ensembles. L'ensemble européen au nord, l'ensemble subsaharien au sud et l'ensemble maghrébin à l'est. Alors essayons de voir s'il appartient plutôt au premier ou au deuxième ou au troisième. D'abord le Maghreb. C'est l'ensemble auquel on attache le plus souvent le Maroc. Vous voyez sur la carte que le flanc est du pays est ceinturé d'une imposante barrière montagneuse, c'est le Rif, tout au nord, puis les trois chaînes de l'Atlas qui sont reliées les unes aux autres. Cette barrière a dicté plusieurs comportements dans l'histoire. D'abord, c'est plutôt dans ces montagnes que vivent les Berbères, les Arabes étant plus sur les plaines côtières. Mis à part quelques passages facilement contrôlables, comme celui du couloir de Taza entre le Rif et le Moyen Atlas, ces chaînes sont difficilement franchissables. Mais cette difficulté géographique ne détermine pas tout pour autant, car cette barrière de montagne n'a pas empêché la conquête du Maroc par les Arabes au 7e siècle après Jésus-Christ, alors qu'elle a au contraire interrompu la marche des Ottomans au 16e siècle. Le Maroc est le seul pays arabe à n'être jamais passé sous la domination ottomane. Cette barrière montagneuse isole en partie le Maroc du reste du Maghreb, ce qui pourrait peut-être expliquer que les relations se sont organisées plus souvent dans un sens nord-sud que dans un sens est-ouest. Alors justement, maintenant, tournons-nous vers le sud. On y trouve le désert du Sahara, dont a priori, il y a peu à attendre. Or, c'est justement de ce sud que sont venues pendant des siècles les principales sources de richesse du Maroc, c'est-à-dire les marchandises venues par les routes caravanières. En particulier celle de l'or, qui partait de la région entre la boucle du Niger et le fleuve Sénégal, puis venait transiter par le Maroc. On comprend dès lors l'importance de ces voies de commerce pour l'économie marocaine, d'où une certaine volonté de les contrôler au cours de l'histoire. La première prise de contrôle de cette route eut lieu sous la dynastie almoravide, dès le XIe siècle. L'empire almoravide s'étendait alors sur une grande partie du Sahara, au sud, et jusqu'aux 2/3 de la péninsule ibérique, au nord. Eh bien, cette occupation du Sahara au XIe siècle, c'est souvent l'explication historique donnée par le gouvernement marocain d'aujourd'hui pour justifier l'annexion de toute cette partie de territoire que vous voyez au sud du Maroc, qui s'appelle le Sahara occidental. Alors quel est le problème ? Cette région, restée colonie espagnole jusqu'en 1975, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Franco, est à première vue un désert, peuplé d'environ 100 000 Sahraouis. Mais en sous-sol, on trouve des réserves considérables en phosphate dans la région du Saghia El Amra. Or, au départ des Espagnols, le Maroc annexe le Sahara occidental, ce qui lui vaut l'inconvénient d'être condamné par les Nations Unies en 1978, mais lui permet de quasiment doubler sa superficie et surtout de devenir le 3e producteur de phosphate au monde, derrière les États-Unis et la Russie. Le phosphate est utilisé dans l'industrie chimique pour la production des lessives et des engrais.
Sauf que la population sahraoui n'a pas accepté cette annexion, et elle a réagi dès 1975 en créant un mouvement de guérilla, le Front Polisario. Le voisin algérien a décidé de soutenir cette guérilla en lui laissant comme base de repli l'oasis de Tindouf, que vous voyez là. Alors pourquoi ce soutien de l'Algérie au Sahara occidental? Eh bien en gros pour une histoire d'échange de territoire manqué. Au moment de la découverte des gisements de phosphate, en 1969, l'Algérie envisageait de reconnaître l'annexion du Sahara occidental par le Maroc, si celui-ci s'engageait en échange à ne plus revendiquer la région autour de Tindouf, très riche en pétrole. Le Maroc ayant refusé la proposition algérienne, l'Algérie soutient depuis cette époque le processus d'autodétermination du Sahara occidental. C'est aujourd'hui un des points de contentieux entre les deux pays. Donc, nous nous sommes tournés vers l'Est, puis vers le Sud. Regardons maintenant vers le Nord, c'est-à-dire vers l'Europe. Autre continent, autre ensemble, mais cette photo satellite montre bien que les deux ensembles sont géographiquement très proches, et ce, par le détroit de Gibraltar. À cet endroit, seuls 14 km séparent le Maroc de l'Espagne. C'est ici qu'à partir du 8e siècle, les généraux arabes vont faire passer leurs navires pour conquérir la péninsule ibérique et d'ailleurs y rester 8 siècles. Ce détroit est le lieu de passage logique pour accéder au territoire européen et le Maroc est évidemment en bonne position. Et de fait, on constate que les échanges à cet endroit ne cessent d'augmenter. 60% du commerce extérieur marocain se fait avec l'Union européenne et c'est par là qu'il transite en grande partie. Vous voyez le tracé du gazoduc qui doit amener dès 1996 le gaz algérien à travers le Maroc et le détroit de Gibraltar jusqu'en Espagne puis au Portugal. Et puis enfin, chaque année, des milliers d'immigrants illégaux traversent le détroit en bateau. Le trafic est tel entre le Maroc et l'Espagne que le projet de relier les deux continents est de plus en plus sérieusement envisagé. C'est pour le moment le projet de tunnel qui l'emporte sur l'idée d'un pont et les études de faisabilité se poursuivent en ce moment. Alors on comprend dans ce contexte l'effet d'entraînement d'une telle position géographique. Le Maroc est bien plus intéressé économiquement par l'Union européenne que par l'Oumma, l'Union du Maghreb arabe, qui est une coquille vide, ou bien par ses voisins mauritaniens et algériens, économiquement et politiquement en difficulté. Alors c'est là où on mesure les ambivalences. En 1987, le Maroc a déposé une demande d'adhésion à la CEE et cette demande ne débouchera pas. Le Maroc en fait est renvoyé à sa véritable appartenance, c'est-à-dire le bloc maghrébin. Le traité de Rome stipule en effet que les États tiers non européens ne peuvent devenir membres de la communauté européenne. Cela dit, les enjeux sont peut-être ailleurs maintenant, car les données ont beaucoup changé depuis 10 ans. L'Union européenne s'est ouverte vers sa mer du Sud lors de la grande conférence euro-méditerranéenne de novembre 1995, novembre dernier, à Barcelone. Elle vient de signer, fin 1995, un accord de libre-échange avec le Maroc. Ainsi, à l'horizon 2010, il s'agit de créer une zone de libre commerce qui irait de l'est de l'Europe au sud de la Méditerranée. Là, la concurrence nord-américaine, l'ALENA, est bien dans les esprits. Et puis il y a la dimension politique. Même si cela n'est pas dit dans les accords ou écrit dans les traités, l'Europe s'intéresse beaucoup au Maroc, car elle lui fait jouer, avec son plein consentement, un rôle de coupe-feu anti-intégriste.